Emily est venue au monde le 25 juillet 1999, fille de Randy et Adrienne. Bien que ses parents se soient séparés, ils ont maintenu une bonne relation. Emily a grandi entourée d'amour dans une famille recomposée. Ses parents s'étant chacun remariés, lui offrant ainsi de nombreux demi-frères et demi-sœurs avec qui elle a noué des liens étroits. Elle choisit de vivre avec sa mère et son beau-père David. Aimée et entourée, Emily a également excellé dans ses études. Après avoir obtenu son diplôme, elle est devenue infirmière, une profession qu'elle affectionnait profondément car elle aimait prendre soin des autres. L'année 2020 fut marquée par des drames. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi, d'autres ont vu des êtres chers s'en aller et beaucoup ont été séparés de leur famille. Cependant, Emily ne s'attendait pas à être confrontée à une fin aussi tragique. Un amour sans âge. Emily fit la rencontre de Joseph malgré une grande différence d'âge. Alors qu'elle était dans la vingtaine, Joseph avait déjà franchi la quarantaine. Mais pour eux, l'amour ne connaissait pas de limite d'âge et ces 20 ans d'écart ne les empêchèrent pas d'investir pleinement dans leur relation. Quelques mois plus tard, le 12 octobre 2020, ils décidèrent de se marier, aspirant à une vie stable. Ensemble, ils adoptèrent un chien qu'ils nommèrent Remington. Tout sembla s'accélérer pour eux. En l'espace de quelques mois, leur rencontre, leur mariage et leur nouvelle vie à deux prirent forme. En octobre 2021, alors qu'Emily n'a que 22 ans et que Joseph en a 42, un projet audacieux émerge. L'achat d'un bus Chevrolet qu'ils envisagent de transformer en camping-car dans le but d'explorer les paysages enchanteurs du Vermont. Le 11 octobre, leur van est enfin achevée, prête à les emmener pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. Avec enthousiasme, ils quittent le New Hampshire et prennent la route, se dirigeant vers un lieu prisé des amateurs de van life à seulement 2 heures de là. De la romance à la discorde. Cependant, ce qui devait être une évasion romantique se métamorphose rapidement en un véritable cauchemar. Le lendemain, alors qu'ils roulent sur des routes désertes, une dispute éclate, remplie de tensions. Emily, désespérée, demande à Joseph à plusieurs reprises de s'arrêter pour qu'elle puisse descendre. Mais Joseph, inquiet pour sa sécurité, refuse, sachant qu'ils sont perdus dans une contrée qu'il ne connaît pas. Face à cette impasse, Emily rétorque avec fermeté qu'elle n'hésitera pas à appeler un Uber pour regagner son domicile. Emily, déterminée, finit par convaincre Joseph de s'arrêter et de la laisser sur le bord de la route, persuadée que cet acte leur permettrait de respirer un peu chacun de leur côté, d'apaiser les tensions qui avaient pris le dessus. Joseph, pensant que cette décision serait bénéfique, reprend la route, observant dans le rétroviseur Emily s'éloigner à pied. Il se dit que, sur cette route désertique, elle ne trouverait jamais de service Uber, qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'il reviendrait la chercher une fois que la pression serait retombée. Le silence inquiétant. En attendant, il décide de faire un tour par un magasin. Après avoir fait ses courses, il repart pour retrouver Emily. Arrivant à l'endroit où il l'a déposée, il constate avec inquiétude qu'elle a disparu. Il tente de la joindre par téléphone et par message, mais le silence règne. À ce moment précis, Emily ne répond plus à personne, ni à Joseph, ni à ses proches, avec qui elle échange habituellement des nouvelles de son road trip. Généralement si connectée, elle ne publie plus rien sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou WhatsApp, laissant planer un mystère inquiétant. Le 18 octobre 2021, une semaine après leur départ, Joseph rentre chez lui, seul, au volant d'une Jeep rouge, ayant abandonné le camping-car. La famille d'Emily, de plus en plus préoccupée par la situation, s'interroge sur ces événements récents. Ils n'hésitent pas à questionner Joseph une nouvelle fois. Ce dernier leur fait part de la dispute qui a lieu, expliquant qu'Emily est descendue du van et qu'il n'a depuis plus reçu aucune nouvelle d'elle. L'inquiétude croissante. Les parents d'Emily prennent la décision urgente de se rendre à la police pour signaler sa disparition. Un avis de recherche est aussitôt lancé. Connaissant bien leur fille, ils savent qu'après une dispute, elle aurait immédiatement regagné leur domicile et sans hésitation aurait pris contact avec eux. Il est impensable qu'elle prenne le risque de les inquiéter. La dernière fois qu'Emily a été aperçue vivante, c'était dans un Airbnb à Bolton. À ce moment-là, ses parents n'envisagent pas encore le pire. Leur seule préoccupation est d'avoir de ses nouvelles. Ils imaginent qu'elle pourrait avoir été impliquée dans un accident et qu'elle se trouve probablement hospitalisée. Il se dirige alors vers la route 2 de Bolton, retraçant son parcours. Constatant que la route traverse une forêt dense, il réalise qu'un hélicoptère de police serait nécessaire pour les aider dans leurs recherches. De son côté, la police commence à interroger les proches d'Emily en commençant par Joseph. Cependant, alors qu'il s'apprête à le questionner, il s'aperçoit avec stupeur que Joseph a également disparu et que personne ne sait où il se trouve. Révélation troublante.
Spencer, un ami de Joseph, décide de contacter la police pour livrer une révélation troublante. Il explique que Joseph, peu de temps auparavant, était avec lui dans son véhicule et lui a avoué avoir tué Emily, précisant que son corps se trouvait dans le van, raison pour laquelle il a dû s'en débarrasser. Intrigué et inquiet, Spencer lui demande où il a laissé ce van. Joseph répond qu'il l'a abandonné dans une petite ville, à Saint-Alban, devant une maison. Prudent, Spencer demande à Joseph de descendre de son véhicule avant d'alerter immédiatement les autorités. À cet instant, Joseph devient le principal suspect dans la disparition d'Emily et la police change son approche, se mettant désormais en quête du corps d'Emily plutôt que de l'espérer vivante. Les enquêteurs se rendent à l'adresse fournie par Joseph à Spencer et découvrent le van stationné. Cependant, ils se trouvent dans l'impossibilité d'entrer sans mandat de perquisition délivré par le procureur. Ce mandat prend du temps à arriver. Pendant ce temps, un policier effectuant tranquillement ses courses aperçoit Joseph dans la même boutique. Intrigué par son calme apparent, il s'approche de lui et engage la conversation. Après un échange qui le laisse perplexe, le policier demande à Joseph de le suivre au commissariat et ce dernier acquiesce sans résistance. L'aveu macabre. Dans le premier interrogatoire, Joseph se dévoile sans détour, avouant non seulement avoir tué Emily, mais révélant également l'horreur de l'avoir démembrée. Il déclare que tout n'était que mensonge, qu'il n'a jamais déposé Emily où que ce soit. Selon lui, dès le premier jour de leur road trip, elle était déjà morte. Il raconte que tout a débuté par une dispute, une escalade de tension où Emily, dans un excès de colère, l'a agressé physiquement, lui assénant des coups, dont un particulièrement douloureux à ses parties intimes. Après cet affront, elle s'est retournée se coucher, mais Joseph ne parvint pas à digérer cette brutalité. Sous le coup de l'émotion, il se rend à l'arrière du van, saisit son arme et tire une fois en plein front, réalisant instantanément l'horreur de son acte. Ne supportant pas de croiser le regard d'Emily, il recouvre son visage d'un sachet poubelle. Il dispose ensuite son corps dans les toilettes du van avant de se rendre dans un restaurant où il dîne avec sa sœur, feignant la normalité. À l'évidence nerveux, il répond à sa sœur, inquiète de l'absence d'Emily, qu'ils se sont disputés et qu'elle a choisi de rester dans le van. Joseph se dirige alors vers Saint-Alban, l'endroit où le van a été retrouvé. Un choix délibéré car il sait qu'un ami à lui est en vacances et donc absent. Une fois sur place, il attend la nuit pour commencer l'ignoble tâche de démembrer Emily. Le lendemain, il abandonne le van, laissant derrière lui la scie et l'arme. En parallèle, la police reçoit enfin le mandat de perquisition et pénètre dans le van. Les policiers sont confrontés à une scène d'une horreur inimaginable. Plusieurs sachets poubelles noirs, alignés et scellés, dont 2 se sont ouverts, révélant une main et un bras. La justice implacable. Joseph est immédiatement arrêté et incarcéré. Les procureurs annoncent que Joseph Verlazo est accusé du meurtre de sa femme, Emily, qu'il aurait démembrée lors d'un voyage d'anniversaire dans leur camping-car. Lors de sa première comparution devant le tribunal, une vidéo de sa confession aux enquêteurs est diffusée. On l'entend déclarer « Je me suis levé, je l'ai attrapé et je lui ai tiré dessus ». Finalement, Joseph est condamné à la réclusion en perpétuité et doit verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille d'Emily. Le fait divers tragique de Joseph Verlazo et le meurtre de sa femme Emily évoquent des similitudes avec l'affaire de Gabby Petito, où une jeune femme pleine de vie a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Dans les 2 cas, des révélations qui paraissent normales ont rapidement révélé une réalité sombre et inquiétante, soulevant des questions profondes sur la nature humaine et la violence au sein des relations interpersonnelles. Dans les 2 histoires, des signes de tension émotionnelle et de violence latente sont présentes. Joseph Verlazo a avoué avoir tué Emily à la suite d'une dispute qui a dégénéré, tandis que Gabby Petito a été victime de violences physiques infligées par son partenaire, Brian Laundrie. Ces événements nous montrent à quel point la violence peut se cacher sous la surface des relations, même celles qui semblent saines. Cela nous pousse à réfléchir à la fragilité des liens humains et à la façon dont les émotions comme la colère et la frustration peuvent conduire à des actes tragiques. La violence domestique, souvent minimisée ou ignorée, apparaît clairement dans ces 2 affaires. Dans le cas de Gabby, plusieurs témoins avaient signalé des incidents de violence entre elle et Laundrie, mais peu d'actions concrètes ont été entreprises pour l'aider. De même, on peut se demander s'il y avait des signes de tension dans la relation entre Joseph et Emily qui auraient pu être prises au sérieux. Cela soulève des questions sur notre capacité collective à reconnaître les signes avant-coureurs de la violence et à agir pour les prévenir. Ces tragédies mettent également en lumière la fine ligne entre l'amour et la possession. Les différentes relations ont été marquées par des dynamiques de pouvoir où les partenaires ont exercé un contrôle l'un sur l'autre. Cette dynamique peut transformer l'amour en quelque chose de destructeur où la jalousie et le ressentiment prennent le pas sur la compréhension et la compassion.
Nous devons réfléchir à notre responsabilité collective. Dans le cas de Gabi, l'attention médiatique et le soutien de la communauté ont révélé la violence domestique, mais ce soutien est souvent trop tardif. De même, la famille d'Emily a été déconcertée par les événements tragiques entourant sa disparition. Ces situations nous rappellent l'important de créer un environnement où les victimes se sentent en sécurité pour parler et où les signes du danger sont pris au sérieux. En conclusion, tant l'affaire de Joseph Ferlazzo que celle de Gabi Petito révèlent des vérités troublantes sur la nature humaine. Elles soulignent l'importance de prêter attention aux signes de violence et de manipulation dans les relations, ainsi que la nécessité d'une sensibilisation collective. Ces tragédies nous rappellent que nous devons rester vigilants face aux nuances des relations humaines et travailler ensemble pour prévenir de telles tragédies à l'avenir.